Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Pas de fin du programme nucléaire nord-coréen sans garantie de sécurité. Déclaration de Poutine après sa rencontre avec Kim Jong-un. En RDC, Janine Mabunda, proche de Joseph Kabila, élue présidente de l'Assemblée nationale, l'opposition a boycotté le vote. Et il y a 25 ans, l'Afrique du Sud, divisée au temps de l'apartheid, votait pour la première fois, mais l'euphorie des promesses d'une vie meilleure a cédé la place à la désillusion. Kim Jong-un a un nouvel ami sur la scène internationale. Le dirigeant nord-coréen a tenu son premier sommet avec le président russe Vladimir Poutine. La réunion soigneusement chorégraphiée a eu lieu à Vladivostok, dans l'est de la Russie. Après l'entretien, le président russe a déclaré que la Corée du Nord avait besoin de garanties de sécurité internationale pour démanteler son programme nucléaire. Myriam Lawari. C'est la première règle des sommets internationaux. Lorsqu'un président arrive, en l'occurrence Vladimir Poutine, vous vous assurez qu'il soit en sécurité. Et la deuxième règle, si vous avez un tapis rouge, assurez-vous qu'il soit bien en place. Quand les Russes ont réalisé que les leurs ne l'étaient pas, il a fallu sortir le couteau. Juste à temps pour l'invité d'honneur, Kim Jong-un, qui est dans une situation délicate. Les sanctions internationales lui pendent au nez. Les pourparlers avec les États-Unis sur le programme nucléaire de la Corée du Nord sont au point mort. Il est donc venu sur cette île près de Vladivostok pour solliciter le soutien de Vladimir Poutine. Pour la Russie, c'est l'occasion de montrer qu'elle est un acteur clé sur la scène internationale. Kim remercie le président Poutine d'avoir parcouru tous ces kilomètres depuis Moscou pour venir le rencontrer. L'année dernière, la Corée du Nord a mis en pause ses essais d'armes nucléaires et de missiles à longue portée. Une opportunité à saisir pour Donald Trump, qui a appelé Kim son ami. Mais il n'a pas pu le persuader de mettre totalement fin à son programme nucléaire. Maintenant, la Russie dit qu'elle peut aider. L'an dernier, Donald Trump a dit de Kim Jong-un « Nous avons une super relation, nous sommes tombés amoureux ». Mais s'il y a bien une chose que Vladimir Poutine n'aime pas, ce sont les aveux publics d'affection pour les dirigeants du monde. Pourtant, ces sourires envoient un message à la Maison-Blanche. Quand il s'agit d'être le meilleur ami de Kim, deux peuvent jouer à ce jeu. Après les pourparlers, Vladimir Poutine a déclaré que pour que la Corée du Nord se dénucléarise, il fallait lui donner des garanties de sécurité soutenues par le droit international. Le sommet a été donc court sur le fond, mais il a été grand en symbolique. Kim a notamment donné à Poutine une épée coréenne, un signe de force, dit-il. Et puis, un toast. Vladimir Poutine pourrait-il être le meilleur ami de Kim ? Une chose est sûre, Donald Trump surveille ça de près. Première rencontre entre deux des hommes les plus puissants du monde, comme vous venez de le voir, et je vais vous parler aussi d'une première, mais cette fois-ci en Afrique. Janine Mabunda a été élue présidente de l'Assemblée nationale en RDC. Une femme n'avait jamais occupé ce poste dans le pays. Députée de la coalition pro-Kabila FCC majoritaire à l'Assemblée, elle était la seule candidate en lice. Ancienne ministre, Janine Mabunda avait occupé le poste de conseillère de l'ex-président Joseph Kabila dans la lutte contre les violences sexuelles. L'opposition a boycotté la session. Je propose d'écouter deux réactions. D'abord, celle d'une députée de la majorité, puis d'un élu de l'opposition. Toutes les femmes confondues, toutes tendances confondues, on a soutenu la candidate du fait que pour la première fois qu'on ait une dame au perchoir, et je pense que beaucoup de choses vont changer avec cette nouvelle donne. Les députés nationaux de l'opposition informent le peuple congolais qu'ils maintiennent leur décision de ne pas participer à ce processus électoral qui rappelle le beau vieux temps du stalinisme et des partis-États. Et puis le Mozambique se prépare à l'arrivée ce soir du puissant cyclone Kenneth. Il est passé hier au large des Comores où il a fait au moins 3 morts.
Les dégâts sont importants après des vents violents et de fortes pluies. Au Mozambique, Kenneth pourrait provoquer des inondations et des glissements de terrain dans la province du Cabo Delgado, dans le nord du pays. Aux États-Unis, le démocrate Joe Biden se lance dans la course à la Maison-Blanche. À 76 ans, l'ancien vice-président de Barack Obama est un vétéran de la politique. Centriste et bien placé dans les sondages, Joe Biden devient le 20e candidat à briguer l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. Olivier Weber. C'est avec une vidéo de campagne que Joe Biden a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle après des mois d'hésitation. Son message se veut grave, il faut sauver le pays de l'actuel président. Si nous donnons à Donald Trump 8 ans à la Maison-Blanche, il va à tout jamais et fondamentalement altérer le caractère de notre nation. Je ne peux pas rester les bras croisés. À 76 ans, Joe Biden se présente pour la 3e fois, après 2 tentatives malheureuses en 1988 et en 2008. Il connaît bien la Maison-Blanche pour avoir officié comme vice-président de Barack Obama pendant ses 2 mandats. Fort de son image de centriste, modéré et rassembleur, il est donné favori pour l'instant dans les sondages face aux 19 autres candidats briguant l'investiture démocrate. Avec 29% des intentions de vote, il devance Bernie Sanders, sénateur très à gauche, avec 23%, la sénatrice Kamala Harris, 8%, et le maire ouvertement homosexuel de South Bend en Indiana, Pete Buttigieg. Beaucoup de nouveaux visages côté démocrate, censés incarner un parti plus jeune, plus féminin, plus varié. Face à eux, Joe Biden fait figure de dinosaure après 45 ans de carrière en politique. Il aime mettre en avant ses origines modestes dans une Pennsylvanie ouvrière qui pourrait lui donner un avantage dans les bassins industriels ayant basculé en faveur de Donald Trump en 2016. Les dernières semaines ont été assombries par les témoignages de plusieurs femmes l'accusant de gestes physiques trop affectueux. Il a promis d'être plus attentif à l'avenir. Donald Trump a quant à lui marqué la candidature de Joe Biden à sa manière par une volée d'insultes sur Twitter. Bienvenue dans la course, Joe l'endormi. J'espère que tu auras l'intelligence nécessaire, longtemps mise en doute, pour réussir ta campagne primaire. Le reste de l'actu de ce jeudi 25 avril, en bref et en images. La rue maintient la pression au Soudan. Une foule de manifestants s'est réunie à Khartoum pour la marche du million à l'appel des leaders de la contestation. Et ceci en dépit de grandes avancées avec les dirigeants militaires. Le Conseil militaire de transition et l'opposition ont convenu hier de former un comité destiné à résoudre leurs divergences. Il est associé à jamais à la décennie noire en Algérie. Abbassi Madani, fondateur du Front islamique du salut, est mort à l'âge de 88 ans au Qatar, où il vivait en exil. Abbassi Madani avait appelé à la lutte armée après l'interruption en 1992 par l'armée du processus électoral. L'Algérie plongeait alors dans 10 années de guerre civile. Au Sri Lanka, des milliers de soldats supplémentaires ont été déployés pour épauler la police. Les églises catholiques de l'île d'Asie du Sud resteront fermées jusqu'à l'amélioration de la situation sécuritaire. Une chasse à l'homme se poursuit pour tenter de retrouver les auteurs des attentats. Enfin, un mot de cinéma. Rami Malek jouera le rôle du méchant dans le prochain James Bond, 25e épisode de la série. Il avait remporté cette année l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans Bohemian Rhapsody. Retour en arrière, il y a 25 ans, l'Afrique du Sud tenait ses premières élections démocratiques après la fin de l'apartheid. Auparavant, seuls les Blancs, qui représentent environ 15% de la population, avaient le droit de vote. Mais dans les mois qui ont précédé les élections, la tension s'est accrue et la violence à caractère politique généralisée. Le révérend Franck Chicané était président de la commission. Il nous a confié que l'organisation du scrutin relevait d'une course contre la montre. Ce fut une journée extraordinaire. Pour ceux d'entre nous qui n'avaient pas le droit de vote, ceux d'entre nous qui n'avaient aucun droit. Nous avons rêvé qu'un jour, les choses iraient bien pour nous. Il y avait aussi un peu d'inquiétude que quelqu'un viendrait jouer les troubles faits. C'était trop beau pour être vrai. J'étais membre de la commission électorale. Nous avions en fait moins de 6 mois pour tout préparer. Nous devions apprendre sur le tas.
Je pense que la communauté blanche craignait pour l'avenir. Ceci est un vote pour la nouvelle Afrique du Sud. J'étais très heureuse que nous fassions la bonne chose. Et bien sûr, il y avait des gens tellement racistes qu'ils ne voyaient rien de bon dans quoi que ce soit que nous fassions. Certains de ces gens-là ont fait exploser des bombes un mois avant les élections. Alors que l'on parlait du sujet, une bombe a explosé à l'aéroport de Johannesburg. Une vengeance pour le glas qui a sonné pour l'ancienne Afrique du Sud. Malheureusement, à l'approche des élections, l'ANC et les militants du parti Zulu Inkatha se livraient à des violences dans la région du KwaZulu-Natal. Il y avait donc un risque réel de déraillement. C'était extraordinaire d'avoir Mandela de notre côté. Elle met très cher cette idée d'une nouvelle Afrique du Sud, où tous les Sud-Africains sont égaux. Il y avait trop de tensions et j'avais vraiment peur qu'il n'y ait des blessés. Et puis le jour venu, la paix était totale. Je veux dire que c'était assez épatant de voir les files d'attente dans la paix, de voir blancs et noirs ensemble. And in Cape Town, Archbishop Tutu, a lifelong opponent of apartheid, was moved to a jig. Pour moi, le miracle est que nous avons pu produire quelque chose qu'aucun d'entre nous ne croyait pouvoir produire. On accueille tout de suite Emmanuel Coste pour la page des sports. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. Sadio Mané et Paul Pogba figurent dans le 11 de l'année qui a été constitué par le syndicat des joueurs professionnels anglais. Mais il y a quelques absents de marque dans cette équipe idéale. Oui, alors je vais y revenir dans un instant. Alors Sadio Mané, oui, c'est l'un des 4 joueurs de Liverpool qui figurent dans ce 11. Il y a 6 joueurs du leader au classement Manchester City, dont le gardien de but Ederson et les attaquants Raheem Sterling et Sergio Aguero. Et il y a donc Paul Pogba, le seul joueur qui ne soit pas ni de Man City ni de Liverpool, donc bien sûr sociétaire de Manchester United. Alors les absents, vous me direz, c'est toujours un petit peu subjectif, mais il y a quand même des grands noms qui ont été laissés sur la touche. Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, égyptien bien sûr, les attaquants de Tottenham, Harry Kane, à l'heure actuelle blessé, et le Sud-Coréen Son, et puis Eden Hazard, l'attaquant international belge, qui est probablement, certainement même, le meilleur joueur de Chelsea. Pogba et ses coéquipiers, on en parlait de Paul Pogba, eh bien, ils ont été vraiment battus et de belle manière, surtout en deuxième mi-temps, hier soir à l'Old Trafford, devant leur public, lors du derby de Manchester par Man City, 2-0, 2 buts inscrits en deuxième période par Bernardo Silva et Leroy Sané. Alors est-ce un tournant dans le championnat pour la lutte pour le titre entre Liverpool et Man City ? Peut-être. En tout cas, Man City repasse en tête avec un petit point d'avance sur Liverpool. Liverpool devra gagner ses 3 derniers matchs, mais aussi compter, et c'est pas évident, sur un faux pas de Manchester City lors des 3 dernières journées. La CAN des moins de 17 ans en Tanzanie ce dimanche mettra aux prises le Cameroun et la Guinée, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis la balle au panier, la NBA bien sûr, Houston décroche à son tour sa place en demi-finale de conférence, ce sera à l'ouest. Houston qui a éliminé Utah Jazz, 4 victoires à 1 dans cette série prévue au meilleur des 7 matchs. Golden State, double tenant de cette NBA, devra encore patienter car les Clippers sont allés gagner dans la salle de Golden State et ce pour la 2e fois de suite dans cette série. Golden State ne mène plus que par 3 victoires à 2 prochains matchs. Dans la salle des Clippers, ce ne sera pas évident, Nicolas. Merci Emmanuel. Et enfin, plus de peur que de mal pour cette famille américaine, mais aussi pour le conducteur d'un camion. Regardez, vous allez comprendre pourquoi. Cette maison dans le Michigan a été totalement détruite lors de la course folle des camions. La police a déclaré qu'un pneu avait crevé, faisant dévier le véhicule de la route avant qu'il ne s'immobilise quelques minutes plus tard dans un cimetière. À la différence de la maison, le conducteur est sorti indemne de l'accident. Continuez à vous informer sur notre site internet, toute l'actu africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment depuis la Guinée sur Espace TV. Je vous souhaite une excellente soirée.